À la mémoire de Saint Paul Roux, poète assassiné. Il fut précédé par un grand déploiement d'appareils militaires. D'abord 2 Trofions, tous 2 très blonds, l'un dégingandé et maigre, l'autre carré, aux mains de Carrier. Ils regardèrent la maison, sans entrer. Plus tard vint un sous-officier. Le Trofion dégingandé l'accompagnait. Ils me parlèrent, dans ce qu'ils supposaient être du français. Je ne comprenais pas un mot. Pourtant je leur montrai les chambres libres. Ils parurent contents. Le lendemain matin, un torpedo militaire, gris et énorme, pénétra dans le jardin. Le chauffeur et un jeune soldat mince, blond et souriant, en extirpèrent 2 caisses, et un gros ballot entouré de toile grise. Ils montèrent le tout dans la chambre la plus vaste. Le torpedo repartit, et quelques heures plus tard j'entendis une cavalcade. 3 cavaliers apparurent. L'un demi-pied à terre et sans fut visiter le vieux bâtiment de pierre. Il revint, et tous, hommes et chevaux, entrèrent dans la grange qui me sert d'atelier. Je vis plus tard qu'ils avaient enfoncé le valet de mon établi entre 2 pierres, dans un trou du mur, attaché une corde au valet, et les chevaux à la corde. Pendant 2 jours il ne se passa plus rien. Je ne vis plus personne. Les cavaliers sortaient de bonne heure avec leurs chevaux, ils les ramenaient le soir, et eux-mêmes couchaient dans la paille dont ils avaient garni la soupente. Puis, le matin du 3e jour, le grand torpedo revint. Le jeune homme souriant chargea une cantine spacieuse sur son épaule et la porta dans la chambre. Il prit ensuite son sac qu'il déposa dans la chambre voisine. Il descendit et, s'adressant à ma nièce dans un français correct, demanda des draps. Ce fut ma nièce qui alla ouvrir quand on frappa. Elle venait de me servir mon café, comme chaque soir, le café me fait dormir. J'étais assis au fond de la pièce, relativement dans l'ombre. La porte donne sur le jardin, de plein pied. Tout le long de la maison court un trottoir de carreaux rouges très commode quand il pleut. Nous entendîmes marcher, le bruit des talons sur le carreau. Ma nièce me regarda et posa sa tasse. Je gardai la mienne dans mes mains. Il faisait nuit, pas très froid, ce novembre-là ne fut pas très froid. Je vis l'immense silhouette, la casquette plate, l'imperméable jeté sur les épaules comme une cape. Ma nièce avait ouvert la porte et restait silencieuse. Elle avait rabattu la porte sur le mur, elle se tenait elle-même contre le mur, sans rien regarder. Moi je buvais mon café, à petits coups. L'officier, à la porte, dit « S'il vous plaît ». Sa tête fit un petit salut. Il sembla mesurer le silence. Puis il entra. La cape glissa sur son avant-bras, il salua militairement et se découvrit. Il se tourna vers ma nièce, sourit discrètement en inclinant très légèrement le buste. Puis il me fit face et m'adressa une révérence plus grave. Il dit « Je me nomme Werner von Ebrenach ». J'eus le temps de penser, très vite, le nom n'est pas allemand. Descendant d'émigrés protestants? Il ajouta « Je suis désolé ». Le dernier mot, prononcé en traînant, tomba dans le silence. Ma nièce avait fermé la porte et restait adossée au mur, regardant droit devant elle. Je ne m'étais pas levé. Je déposai lentement ma tasse vide sur l'harmonium et croisai mes mains et attendis. L'officier reprit, cela était naturellement nécessaire. J'eusse évité si cela était possible. Je pense mon ordonnance fera tout pour votre tranquillité. Il était debout au milieu de la pièce. Il était immense et très mince. En levant le bras il eût touché les solives. Sa tête était légèrement penchée en avant, comme si le cou n'eût pas été planté sur les épaules, mais à la naissance de la poitrine. Il n'était pas voûté, mais cela faisait comme s'il l'était. Ses hanches et ses épaules étroites étaient impressionnantes. Le visage était beau. Viril et marqué de 2 grandes dépressions le long des joues. On ne voyait pas les yeux, que cachait l'ombre portée de l'arcade. Ils me parurent clairs. Les cheveux étaient blonds et souples, jetés en arrière, brillant soyeusement sous la lumière du lustre. Le silence se prolongeait. Il devenait de plus en plus épais, comme le brouillard du matin. Épais et immobile. L'immobilité de ma nièce, la mienne aussi sans doute, alourdissait ce silence, le rendait de plomb. L'officier lui-même, désorienté, restait immobile, jusqu'à ce qu'enfin je visse naître un sourire sur ses lèvres. Son sourire était grave et sans nulle trace d'ironie. Il ébaucha un geste de la main, dont la signification m'échappa. Ses yeux se posèrent sur ma nièce, toujours raide et droite, et je pus regarder moi-même à loisir le profil puissant, le nez proéminent et mince. Je voyais, entre les lèvres mi-jointes, briller une dent d'or. Il détourna enfin les yeux et regarda le feu dans la cheminée et dit
j'éprouve un grand estime pour les personnes qui aiment leur patrie, et il leva brusquement la tête et fixa l'ange sculpté au-dessus de la fenêtre. Je pourrais maintenant monter à ma chambre, dit-il. Mais je ne connais pas le chemin. Magnès ouvrit la porte qui donne sur le petit escalier et commença de gravir les marches, sans un regard pour l'officier, comme si elle eût été seule. L'officier la suivit. Je vis alors qu'il avait une jambe raide. Je les entendis traverser l'antichambre, les pas de l'Allemand résonnèrent dans le couloir, alternativement forts et faibles, une porte s'ouvrit, puis se referma. Magnès revint. Elle reprit sa tasse et continua de boire son café. J'allumai une pipe. Nous restâmes silencieux quelques minutes. Je dis, Dieu merci, il a l'air convenable. Magnès haussa les épaules. Elle attira sur ses genoux ma veste de velours et termina la pièce invisible qu'elle avait commencé d'y coudre. Le lendemain matin, l'officier descendit quand nous prenions notre petit déjeuner dans la cuisine. Un autre escalier y mène et je ne sais si l'Allemand nous avait entendus ou si ce fut par hasard qu'il prit ce chemin. Il s'arrêta sur le seuil et dit, « J'ai passé une très bonne nuit. Je voudrais que la vôtre fût aussi bonne. » Il regardait la vaste pièce en souriant. Comme nous avions peu de bois et encore moins de charbon, je l'avais repeinte, nous y avions amené quelques meubles, des cuivres et des assiettes anciennes, afin d'y confiner notre vie pendant l'hiver. Il examinait cela et l'on voyait luire le bord de ses dents très blanches. Je vis que ses yeux n'étaient pas bleus comme je l'avais cru, mais dorés. Enfin, il traversa la pièce et ouvrit la porte sur le jardin. Il fit 2 pas et se retourna pour regarder notre longue maison basse, couverte de treilles, aux vieilles tuiles brunes. Son sourire s'ouvrit largement. « Votre vieux maire m'avait dit que je logerais au château, » dit-il en désignant d'un revers de main la prétentieuse bâtisse que les arbres dénudés laissaient apercevoir, un peu plus haut sur le coteau. « Je féliciterai mes hommes qu'ils se soient trompés. Ici c'est un beaucoup plus beau château. » Puis il referma la porte, nous salua à travers les vitres, et partit. Il revint le soir à la même heure que la veille. Nous prenions notre café. Il frappa, mais n'attendit pas que Magnès lui ouvrît. Il ouvrit lui-même, « Je crains que je vous dérange, » dit-il. « Si vous le préférez, je passerai par la cuisine, alors vous fermerez cette porte à clé. » Il traversa la pièce, et resta un moment la main sur la poignée, regardant les divers coins du fumoir. Enfin il eut une petite inclinaison du buste, « Je vous souhaite une bonne nuit », et il sortit. Nous ne fermâmes jamais la porte à clé. Je ne suis pas sûr que les raisons de cette abstention fussent très claires ni très pures. D'un accord tacite nous avions décidé, Magnès et moi, de ne rien changer à notre vie, fût-ce le moindre détail, comme si l'officier n'existait pas, comme s'il eût été un fantôme. Mais il se peut qu'un autre sentiment se mêlât dans mon cœur à cette volonté, je ne puis sans souffrir offenser un homme, fût-il mon ennemi. Pendant longtemps, plus d'1 mois, la même scène se répéta chaque jour. L'officier frappait et entrait. Il prononçait quelques mots sur le temps, la température, ou quelque autre sujet de même importance, leur commune propriété étant qu'il ne supposait pas de réponse. Il s'attardait toujours un peu au seuil de la petite porte. Il regardait autour de lui. Un très léger sourire traduisait le plaisir qu'il semblait prendre à cet examen, le même examen chaque jour et le même plaisir. Ses yeux s'attardaient sur le profil incliné de Magnès, immanquablement sévère et insensible, et quand enfin il détournait son regard j'étais sûr d'y pouvoir lire une sorte d'approbation souriante. Puis il disait en s'inclinant, « Je vous souhaite une bonne nuit », et il sortait. Les choses changèrent brusquement un soir. Il tombait au dehors une neige fine mêlée de pluie, terriblement glaciale et mouillante. Je faisais brûler dans l'âtre des bûches épaisses que je conservais pour ces jours-là. Malgré moi j'imaginais l'officier, dehors, l'aspect saupoudré qu'il aurait en entrant. Mais il ne vint pas. L'heure était largement passée de sa venue et je m'agaçais de reconnaître qu'il occupait ma pensée. Magnès tricotait lentement, d'un air très appliqué. Enfin des pas se firent entendre. Mais ils venaient de l'intérieur de la maison. Je reconnus, à leur bruit inégal, la démarche de l'officier. Je compris qu'il était entré par l'autre porte, qu'il venait de sa chambre. Sans doute n'avait-il pas voulu paraître à nos yeux sous un uniforme trempé et sans prestige, il s'était d'abord changé. Les pas, un fort, un faible, descendirent l'escalier. La porte s'ouvrit et l'officier parut. 2 étaient en civil. Le pantalon était d'épaisse flanelle grise, la veste de tweed bleu acier enchevêtrée de mailles d'un brun chaud. Elle était large et ample, et tombait avec un négligé plein d'élégance.